nous allons évoquer aujourd'hui le marquage CE. C'est une présentation qui a pour objectif de vous familiariser avec le contexte réglementaire et de vous sensibiliser sur les dispositions à prendre, car trop d'entreprises pensent à tort ne pas être concernées. Nous n'aborderons que les grandes lignes, car c'est un sujet vaste et complexe, mais nous restons à votre disposition pour aller plus loin et pour répondre à toutes vos questions. Avant de commencer, 2 mots sur le réseau Entreprises Europe. Il s'agit d'un réseau d'appui aux entreprises piloté et financé par la Commission européenne. Vous le trouverez en France principalement dans des chambres de commerce et d'industrie ou encore dans des agences de l'innovation ou des agences de développement économique. Je travaille moi-même à la Chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, le réseau est présent dans tous les pays de l'Union européenne, mais aussi dans des pays tiers. Au total, il couvre 66 pays, regroupe environ 600 structures partenaires et plus de 3000 experts. En mettant en place le réseau Entreprises Europe, la Commission européenne avait un double objectif. D'une part, permettre aux entreprises d'avoir des interlocuteurs de proximité, capables de les informer sur toutes les initiatives de l'Union européenne, et d'autre part, d'aider les entreprises à développer leur potentiel d'innovation et d'internationalisation en s'appuyant sur un réseau présent dans le monde entier. Le réseau Entreprises Europe propose tout un éventail de services avec 3 axes principaux. Un service de conseil personnalisé sur toutes les thématiques européennes, avec une expertise toute particulière sur la propriété intellectuelle, les financements et la réglementation. Une aide à l'identification de partenaires, qu'ils soient partenaires d'affaires ou technologiques ou dans le cadre de projets de recherche et développement. Et enfin, un accompagnement par des experts en management de l'innovation dans la mise en œuvre de projets innovants. Je vous invite à aller sur notre site pour faire plus ample connaissance et nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, précisons ce que n'est pas le marquage CE. Il ne s'agit pas d'un marquage d'origine, ça ne veut pas dire communauté européenne, ce n'est pas une certification européenne ni une marque de qualité, ce n'est pas non plus un label que l'on appose sur la base du volontariat. En fait, le C et le E n'ont pas de signification particulière, c'est juste un symbole qui doit être apposé sur un produit lorsqu'il est soumis à certaines réglementations européennes et qu'il les respecte. Le marquage CE concerne un grand nombre de produits et des produits très variés, comme vous avez pu le constater dans la vidéo d'introduction. Et l'intérêt de ce marquage, quand il est apposé bien sûr dans les règles de l'art, c'est qu'il atteste la conformité du produit et lui permet, grâce à des règles harmonisées, de circuler librement dans l'espace économique européen. Mais il est important de comprendre que les réglementations concernant le marquage CE ont aussi pour objectif de garantir la sécurité et la santé des utilisateurs, que ce soit des consommateurs ou des travailleurs, et de limiter l'impact des produits sur l'environnement. Alors, qui est concerné ? Nous avons souvent des interlocuteurs qui nous interrogent et qui pensent que seuls les fabricants ont des obligations vis-à-vis du marquage CE. Ce n'est pas le cas. La réglementation fait en fait référence à 4 acteurs principaux, le fabricant, mais aussi l'importateur, le distributeur et le mandataire. Alors j'ai mis ce dernier en retrait car il s'agit en fait d'une personne désignée par un fabricant pour effectuer certaines tâches administratives liées au marquage CE. Par définition, un mandataire connaît le marquage CE, donc il n'est pas concerné par cet exercice de sensibilisation. Nous allons plutôt nous focaliser sur les 3 autres opérateurs économiques que sont le fabricant. Alors il s'agit d'une personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit et qui commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque. L'importateur est un opérateur économique établi dans l'Union européenne qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers, hors Union européenne donc. L'importateur n'est pas un simple revendeur de produits, il a un rôle crucial à jouer en garantissant la conformité des produits importés. Pour finir, le distributeur est une personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché. Il a un rôle clé à jouer dans le cadre de la surveillance du marché. J'attire votre attention sur le fait qu'un importateur ou un distributeur qui met sur le marché un produit sous son nom ou sa marque devient fabricant aux fins de la réglementation marquage CE. Vous verrez que c'est important en termes d'obligation.
Donc, si vous êtes importateur, distributeur ou fabricant, vous devez toujours vous poser la question « Mon produit est-il soumis au marquage CE ?» Vous avez maintenant sous les yeux la liste des produits ou familles de produits pour lesquels il existe une directive ou un règlement d'harmonisation technique qui impose le marquage CE. Le problème, c'est que certains produits sont couverts par plusieurs textes réglementaires. Parfois, deux produits similaires peuvent être soumis à deux textes différents. Et enfin, certains produits sont exclus. Je vais donc donner 3 exemples très simples concernant les jouets. Si vous fabriquez une petite voiture pour enfants, elle sera soumise à la directive jouets. Par contre, si elle est télécommandée, elle sera soumise à la directive jouets, mais aussi aux directives équipements radioélectriques et RoHS qui concernent les substances dangereuses dans les composants électroniques. Deuxième exemple, si vous commercialisez des bouées, une bouée gonflable avec une tête de canard sera soumise à la directive jouets, alors qu'une bouée en forme de ceinture avec des flotteurs sera soumise au règlement équipement de protection individuelle. Enfin, si vous importez des puzzles, par exemple, jusqu'à 500 pièces, ce seront des jouets, donc ils devront être marqués CE. Au-delà, ils sont exclus de la directive et donc pas de marquage CE. Alors ce sont là des exemples assez simples, mais vous pouvez imaginer que la situation se complique si par exemple vous mettez sur le marché une machine qui a un usage médical dans laquelle sont incorporés un système radioélectrique, des logiciels, un équipement sous pression. Donc n'hésitez pas à consulter le réseau Entreprise Europe. Vous avez à votre disposition des experts réglementaires qui peuvent vous accompagner. Nous travaillons avec l'entreprise car elle connaît bien son produit, les aspects techniques et nous de notre côté nous connaissons l'environnement réglementaire et ensemble nous pouvons définir si un produit doit être marqué ou pas. Et en cas de doute, nous pouvons nous appuyer sur des ministères compétents, sur des experts produits ou des laboratoires. Pour résumer, sachez que si vous fabriquez, importez ou commercialisez un produit destiné à être mis sur le marché français et ou de l'Union européenne et couvert par au moins une des réglementations listées sur cette diapositive, le produit devra obligatoirement être marqué CE. C'est une obligation légale, ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix. Et il ne s'agit pas de mettre juste un C et un E sur un produit ou un emballage. Il faut aussi prendre toute une série de dispositions décrites dans les directives et les règlements pour que le produit soit réellement conforme. Pour aller plus loin dans la démarche, lorsque vous avez identifié le ou les textes réglementaires qui concernent a priori votre produit, je vous conseille vivement de les lire. Ils sont à peu près tous construits de la même façon et je vous invite à lire tout particulièrement 4 parties. Tout d'abord, le chapitre qui s'appelle « Champ d'application », dans lequel vous trouvez les définitions de produits et familles de produits concernés, ainsi que les produits exclus. En général, ces produits sont repris en annexe. Ensuite, vous avez un chapitre sur les obligations des différents opérateurs économiques qui décrit les obligations du fabricant, du distributeur, de l'importateur, par exemple sur les règles de traçabilité. Ensuite, vous trouverez en général en annexe 1 ou 2 une partie très importante qui concerne les exigences essentielles de santé et de sécurité liées aux produits. Ces exigences essentielles définissent les risques à traiter et fixent les résultats à atteindre pour mettre sur le marché des produits sûrs pour l'environnement et pour les utilisateurs. On parle par exemple de risques électriques, chimiques ou de risques biologiques, sachant que pour certaines directives, les exigences tiennent en 10 lignes. C'est le cas de la directive sur la compatibilité électromagnétique, alors que pour d'autres, comme la directive machine, vous aurez une trentaine de pages concernant les exigences essentielles. Une des solutions pour répondre à ces exigences, c'est d'appliquer ce que l'on appelle des normes européennes harmonisées. Ce sont des normes élaborées à la demande de la Commission européenne et qui spécifient des exigences de conception, de fabrication, de performance, ainsi que des méthodes d'essai pour certains produits ou familles de produits. Alors, l'application d'une norme harmonisée confère au produit une présomption de conformité aux exigences essentielles qui lui sont applicables, mais vous avez aussi la possibilité d'appliquer votre propre référentiel technique. Dernier point très important dans la lecture des réglementations, ce sont les procédures d'évaluation de conformité. Pour pouvoir mettre sur le marché un produit marqué CE, il faut avoir évalué sa conformité.
Il existe au total 8 procédures d'évaluation que l'on appelle aussi modules, la plus simple étant le contrôle interne de la fabrication, ou module A, et la plus complexe, l'assurance qualité complète, le module H. Chaque directive et règlement reprend en annexe la procédure ou les procédures pouvant ou devant être appliquées, mais pour résumer, 2 grands cas de figure peuvent se présenter. Soit le fabricant peut autocertifier son produit, c'est-à-dire qu'il effectue le contrôle des produits sous sa propre responsabilité, soit le fabricant a l'obligation de s'adresser à un organisme tiers, appelé organisme notifié. Pour identifier un organisme notifié compétent, vous avez un site qui s'appelle Nando, vous tapez Nando Europa sur Google et vous aurez la liste de tous les organismes notifiés par type de produit. Le niveau d'intervention de l'organisme notifié varie selon le ou les textes applicables et selon les produits. Plus le produit présentera des risques pouvant avoir des conséquences graves, plus l'intervention de l'organisme notifié sera poussée. Il faut savoir aussi que certains produits comme les dispositifs médicaux ou les équipements de protection individuelle font l'objet d'une classification, d'une catégorisation et selon la classe ou la catégorie, l'intervention d'un organisme notifié est obligatoire ou pas. Une fois que l'évaluation a été réalisée et qu'elle est positive bien sûr, il faut pouvoir apporter des preuves de cette conformité et ces preuves se matérialisent par 3 éléments: la documentation technique, la déclaration de conformité et enfin le marquage CE. Chaque directive ou règlement décrit le contenu et le format de ces preuves de conformité. Et je précise, c'est important, que si le produit est soumis à plusieurs textes, il ne faudra qu'une documentation technique, qu'une seule déclaration de conformité et la position d'un seul symbole CE. Pour en revenir à la documentation technique, son contenu varie d'une directive à l'autre, mais globalement, elle contient des informations concernant la conception, la fabrication, le fonctionnement du produit, les normes appliquées, l'analyse de risque, les rapports d'essai, etc. Elle doit être en général conservée 10 ans par le fabricant, être mise à jour si nécessaire, par exemple si la réglementation a évolué, qu'une norme a été modifiée ou que le produit a été transformé. Pour ce qui concerne la déclaration de conformité, elle doit être aussi conservée 10 ans par le fabricant. Elle doit accompagner ou pas le produit, ça dépend des réglementations. Alors je vais vous montrer un exemple de déclaration simple et efficace. C'est une déclaration de conformité rédigée par un fabricant français qui indique donc tout d'abord ses coordonnées. Il décrit ensuite le produit avec une photo. Ensuite, il explique que la veste est un équipement de protection individuelle soumis au règlement 2016-425, qu'il a appliqué 2 normes harmonisées, une générale et une plus spécifique aux protections contre la pluie. Et enfin, il a soumis son produit à une procédure d'évaluation de conformité sur la base du contrôle interne de la production, c'est-à-dire ce que nous avons évoqué tout à l'heure, une auto-certification. Et enfin, c'est une personne qui peut engager la responsabilité de l'entreprise, qui signe et date le document. Il s'agit dans ce cas-là du président de l'entreprise. Pour terminer, le marquage CE, c'est vraiment le point final de la démarche. Il doit être apposé en respectant la charte graphique que vous avez sous les yeux, mais il y a des variantes selon le produit, encore une fois. Par exemple, si vous faites appel à un organisme notifié, il y a de fortes chances que vous soyez obligé d'apposer le numéro de cet organisme notifié à côté ou en dessous du CE. Si vous mettez sur le marché des équipements marins, faites attention, c'est une exception, mais les équipements marins ne doivent pas avoir le marquage CE, mais une barre à roues que vous voyez à l'écran. De même, les machines, le marquage CE doit être apposé sur une plaque, elle-même fixée à la machine, et cette plaque doit contenir des informations plus précises telles que le nom du fabricant, le modèle de la machine, la date de fabrication, etc. Vous comprenez qu'il y a plusieurs cas de figure, d'où l'intérêt de lire avec attention tous les textes. Et en tout cas, si toutes les étapes que nous avons évoquées ont été respectées, le produit est prêt à être mis sur le marché de l'espace économique européen. Je vais essayer maintenant de résumer et reprendre tout ce que je viens de dire en listant les obligations de chaque opérateur économique. Donc, je suis fabricant et mon produit est soumis au marquage CE.
Je prends toutes les mesures nécessaires pour garantir la conformité du produit. Je fais une analyse de risque. J'applique une norme harmonisée ou bien mon propre référentiel technique. Si les dispositions légales me le permettent, j'évalue moi-même la conformité de mon produit. Si les dispositions légales me l'imposent, je fais appel à un organisme tiers, organisme notifié. J'établis la documentation technique, je rédige la déclaration de conformité, j'appose le marquage CE et je respecte les règles d'étiquetage. Deuxième cas, je suis importateur. J'importe un produit soumis au marquage CE qui vient de Chine. Idéalement, je connais le fabricant, ses usines, ses fournisseurs, ses produits. Je demande au fabricant la déclaration de conformité. Je ne me contente pas d'un Certificate of Compliance délivré par un laboratoire chinois. Je vérifie que la déclaration mentionne là où les bons textes réglementaires, les bonnes directives ou les bons règlements. Si un organisme notifié est intervenu, je vérifie qu'il est bien habilité à le faire. Si des normes EN sont mentionnées, je vérifie qu'elles sont à jour en allant sur le site de l'AFNOR. Je vérifie l'étiquetage, les mentions obligatoires, les traductions. Je m'assure que le fabricant mettra à ma disposition la documentation technique en cas de contrôle. Et je vérifie la position du marquage CE adéquate et d'éventuels autres marquages. Si maintenant je suis distributeur, le produit que j'ai distribué est soumis au marquage CE. En cas de contrôle par une autorité de surveillance, je devrais prouver que j'ai agi avec la diligence requise et que je me suis assuré que la personne qui m'a fourni le produit a pris les mesures nécessaires requises par là où les législations applicables. Je dois donc vérifier que le produit porte bien le marquage CE adéquat et d'éventuels autres marquages, que le produit est accompagné des documents utiles requis tels que la déclaration de conformité ou les instructions d'utilisation, que les exigences linguistiques et de traçabilité sont respectées, surtout si j'envisage de vendre ce produit dans d'autres pays de l'Union européenne. Pour terminer, je rappelle qu'un importateur ou un distributeur qui met un produit sur le marché sous son nom ou sa propre marque devient automatiquement un fabricant. De ce fait, il devra rédiger une déclaration de conformité à son nom et donc engager sa responsabilité sur la conformité du produit, et il devrait être en possession de tous les documents et certificats nécessaires pour démontrer la conformité du produit. Si ce n'est pas le cas, l'entreprise prend vraiment de gros risques, surtout en cas d'accident provoqué par un produit. Et justement, nous allons terminer la présentation d'aujourd'hui en disant quelques mots sur la surveillance du marché. Les produits importés sont contrôlés par les douanes au moment de l'introduction sur le territoire de l'Union européenne. La première chose que les douaniers regardent, ce sera le marquage CE. En cas de suspicion de non-conformité, la marchandise sera bloquée à vos frais si vous êtes en tort. Et cela peut aller jusqu'au renvoi dans le pays d'origine ou à la destruction des marchandises. Sur le territoire de l'Union européenne, ce sont les autorités de surveillance du marché telles que la DDPP, plus connue sous le nom de DGCCRF, ou la Direction du travail qui contrôle les produits mis en rayon ou utilisés dans le cadre professionnel. Ces autorités sont compétentes pour sanctionner l'absence de marquage CE ou le non-respect des exigences. Soit ce sont des amendes, soit ce sont des sanctions pénales lorsque l'infraction est grave. Pour finir, je vous conseille d'aller sur un site qui s'appelle Rapex. Il recense tous les produits qui ont fait l'objet d'un avertissement, d'un rappel ou d'un retrait du marché pour non-conformité. Alors c'est assez instructif, ce n'est pas très positif en termes d'image car le nom de l'entreprise est mentionné. Et sachez que les autorités de surveillance du marché sont très bien organisées et coopèrent très bien. Aussi, si vous commercialisez un produit non conforme dans un autre État membre, on vous retrouvera assez facilement. Alors un exemple pour vous donner une idée, il s'agit de crayons de maquillage d'origine allemande qui sont soumis à la directive Jouet. Ils ont fait l'objet d'une alerte par la France et ils ont dû être rappelés car non conformes. Ils contenaient trop d'aluminium et présentaient un risque grave pour les enfants utilisateurs. C'est le distributeur qui a dû, à ses frais, organiser la campagne de rappel, rembourser les clients et bien sûr détruire la série de produits non conformes. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura permis au moins de vous familiariser avec le vocabulaire lié au marquage CE et d'avoir une vision plus claire de la réglementation.
Ne voyez pas dans le marque LCE seulement une contrainte, parce qu'en l'appliquant convenablement, déjà vous respectez vos obligations légales, vous mettez sur le marché un produit sûr, ce qui est important en termes de responsabilité, et vous pouvez le commercialiser dans tout l'espace économique européen, ce qui n'est pas négligeable dans vos projets de développement à l'international. Si vous pensez que certains de vos produits auraient besoin d'un petit check-up, n'hésitez pas à contacter le réseau. Vous avez sous les yeux mes coordonnées pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et pour le reste de la France, je vous invite à aller sur le site d'EED France. Vous y trouverez une carte avec un lien sur chaque région. Je vous remercie pour votre attention et peut-être à bientôt.